Pourquoi l'Allemagne nazie a-t-elle échoué à vaincre l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale? L'explication la plus répandue affirme que l'URSS était simplement trop grande et trop peuplée et trop riche en ressources pour être vaincue. Selon ce récit, l'Allemagne était condamnée dès le départ, quelle que soit sa stratégie ou ses décisions militaires. Pourtant, lorsque l'on examine les archives économiques, les rapports militaires et les choix stratégiques faits avant et après 1941, cette vision s'avère profondément trompeuse. Avant la guerre, l'Allemagne n'était pas inférieure à l'Union soviétique sur le plan économique. En 1940, la production allemande d'acier atteignait environ 21 millions de tonnes contre 18 millions pour l'URSS. La production de charbon, l'organisation industrielle et l'efficacité technologique jouaient également en faveur de l'Allemagne. Après le lancement de l'opération Barbarossa, la situation soviétique se détériora brutalement. Les pertes territoriales entraînèrent l'effondrement d'une grande partie de l'industrie lourde. Et en 1942-1943, la production d'acier soviétique chuta à environ 8 millions de tonnes, soit moins de la moitié du niveau d'avant-guerre. Dans le même temps, l'Europe occupée par l'Allemagne augmentait sa production industrielle, dépassant les 30 millions de tonnes d'acier par an. D'un point de vue strictement économique, le bloc contrôlé par l'Allemagne était alors plus puissant que l'Union soviétique isolée. Cela contredit l'idée selon laquelle l'Allemagne aurait perdu parce qu'elle faisait face à un adversaire économiquement supérieur dès le début. En réalité, l'Allemagne entra en guerre à l'Est avec une armée expérimentée, une base industrielle solide et un avantage initial considérable. La défaite ne fut ni immédiate ni inévitable. Elle ne s'explique pas par une simple comparaison de tailles ou de populations, mais par une série de décisions stratégiques, de contraintes structurelles et d'erreurs d'évaluation. Comprendre pourquoi l'Allemagne a échoué nécessite d'aller au-delà des mythes et de replacer la guerre dans son contexte réel, celui d'un conflit prolongé où le temps, les ressources et les alliances jouèrent un rôle décisif. Cette histoire n'est pas celle d'une fatalité, mais celle d'occasions manquées et de choix qui ont progressivement rendu la victoire impossible. L'un des arguments les plus souvent avancés pour expliquer l'échec allemand en Union soviétique est celui des prétendues réserves humaines illimitées de l'URSS. Avec près de 200 millions d'habitants après les annexions territoriales de 1939 et 1940, l'Union soviétique apparaît comme un géant démographique face à une Allemagne qui comptait environ 80 millions d'habitants dans ses frontières d'avant-guerre. Cette comparaison a longtemps nourri l'idée que l'Allemagne ne pouvait en aucun cas l'emporter dans un conflit prolongé. Pourtant, la population brute ne se transforme pas automatiquement en puissance militaire effective. Lorsque l'opération Barbarossa débuta en juin 1941, l'Union soviétique perdit en quelques mois le contrôle de régions cruciales comme l'Ukraine, la Biélorussie et les États du Balte. Ces territoires représentaient des dizaines de millions d'habitants, mais aussi une part essentielle de l'industrie, de l'agriculture et des infrastructures soviétiques. En conséquence, le potentiel réel de mobilisation de l'URSS diminua temporairement, au lieu d'augmenter. Dans le même temps, l'Allemagne élargissait sa propre base humaine. Au-delà de la population du Reich, elle pouvait compter sur les forces et les ressources de ses alliés et États satellites, notamment la Finlande, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie, la Slovaquie et la Croatie. À cela s'ajouta la mobilisation de populations germaniques issues des territoires occupés. En 1941, le potentiel de mobilisation du camp allemand dépassait ainsi 126 millions de personnes. Cette réalité est rarement mise en avant. Au moment du déclenchement de la guerre à l'Est, l'Allemagne disposait même de plus de soldats que l'Union soviétique. Les forces armées allemandes comptaient de plus de 7 millions d'hommes, tandis que l'armée rouge alignait environ 5 millions et demi de soldats actifs, encore en pleine réorganisation après les purges et une expansion précipitée. Les pertes soviétiques de 1941 furent immenses, avec des millions de soldats tués, blessés ou faits prisonniers. Si la victoire avait dépendu uniquement du nombre d'hommes disponibles, l'Union soviétique aurait dû s'effondrer sous le poids de ses pertes. Pourtant, elle survécut. Cela démontre que la défaite allemande ne peut être expliquée par un simple déséquilibre démographique initial, mais par l'évolution progressive du rapport de force et par la capacité soviétique à transformer, avec le temps, sa population en une armée de masse organisée et durable. Le véritable tournant de la guerre germano-soviétique ne se produisit pas en 1941, mais dans les années qui suivirent, lorsque l'équilibre des forces humaines commença à basculer de manière irréversible. Après avoir survécu à l'effondrement initial provoqué par l'opération Barbarossa, l'État soviétique entreprit une transformation radicale de son système militaire et administratif.
La mobilisation devint totale, impitoyable et centralisée. Des vagues successives de conscription furent lancées, tandis que l'appareil de formation militaire fut simplifié afin de produire rapidement de grandes masses de soldats. En parallèle, des millions d'ouvriers et d'ingénieurs furent déplacés vers l'Est, au-delà de l'Oural, afin de reconstruire une industrie capable de soutenir une guerre longue. Dès 1942, ces efforts commencèrent à porter leurs fruits. L'armée rouge comptait alors plus de 9 millions de soldats, et en 1943, ce chiffre dépassait les 10 millions. L'Allemagne, en revanche, atteignait progressivement les limites de son potentiel humain. Les pertes subies sur le front de l'Est étaient immenses et difficiles à compenser. Contrairement à l'Union soviétique, l'Allemagne ne disposait pas d'une réserve humaine suffisante pour remplacer indéfiniment ses unités détruites. Dans le même temps, la situation stratégique de l'Allemagne se détériorait. Des forces importantes furent détournées vers d'autres théâtres d'opération, notamment les Balkans, l'Afrique du Nord, puis l'Italie et l'Europe occidentale. La guerre devenait véritablement mondiale. À partir de 1943, le front de l'Est n'était plus la priorité exclusive de l'effort militaire allemand. Cette dispersion eut des conséquences directes. Alors que l'armée rouge renforçait constamment ses effectifs sur le front oriental, les forces allemandes y stagnaient ou diminuaient. En 1944, le rapport de force devint écrasant en faveur de l'Union soviétique, atteignant parfois un ratio de 2,5 à 3 contre 1. Cette supériorité ne concernait pas uniquement le nombre de soldats, mais aussi la profondeur des réserves, la capacité de rotation des unités et la continuité des opérations offensives. L'Allemagne se retrouva engagée dans une guerre d'usure qu'elle ne pouvait plus gagner. À partir de ce moment, la défaite n'était plus le résultat d'un événement isolé, mais la conséquence logique d'un déséquilibre structurel devenu impossible à corriger. Si le facteur humain expliqua pourquoi l'Allemagne ne pouvait plus suivre le rythme de la guerre, les ressources et l'industrie déterminèrent la manière dont elle la mena. Contrairement à une idée répandue, l'Allemagne ne fut pas immédiatement dépassée sur le plan industriel par l'Union soviétique. Au début du conflit, et même durant les premières années de la guerre, l'appareil industriel allemand demeurait extrêmement performant. Grâce à la conquête et à l'exploitation de vastes territoires européens, l'Allemagne disposait d'un potentiel industriel considérable, notamment dans la production d'acier et de charbon. En 1943, la production d'acier de l'Europe, contrôlée par l'Allemagne, dépassait largement celle de l'Union soviétique, dont l'industrie lourde avait été gravement touchée par les pertes territoriales et les destructions. Toutefois, cette supériorité industrielle apparente dissimulait une faiblesse structurelle majeure, impossible à compenser par l'organisation ou la technologie. Cette faiblesse était le pétrole. La guerre moderne reposait sur la mobilité, les blindés, l'aviation et la logistique motorisée, tous dépendant du carburant. Or, l'Allemagne ne possédait presque aucune ressource pétrolière naturelle. Même en combinant la production roumaine et les carburants synthétiques issus du charbon, l'approvisionnement annuel allemand ne dépassait guère 10 millions de tonnes. Cette quantité était insuffisante pour soutenir durablement une guerre menée sur plusieurs fronts. À l'inverse, l'Union soviétique disposait de vastes réserves naturelles, notamment dans le Caucase, lui permettant d'atteindre une production d'environ 32 millions de tonnes par an. Cette asymétrie énergétique eut des conséquences stratégiques profondes. Les forces mécanisées allemandes furent de plus en plus limitées dans leurs mouvements, leurs entraînements et leurs opérations. Des unités entières existaient sur le papier, mais manquaient de carburant pour être engagées efficacement. L'offensive allemande vers le Caucase en 1942 visait précisément à résoudre ce problème, mais elle conduisit à un étirement extrême des lignes de communication et contribua directement à l'encerclement et à la destruction de la 6e armée à Stalingrad. Pendant ce temps, l'industrie soviétique, déplacée au-delà de l'Oural, se stabilisait et augmentait progressivement sa production militaire. L'Allemagne disposait des usines, des ingénieurs et de la technologie, mais elle ne possédait pas la ressource essentielle permettant de transformer ce potentiel en une supériorité durable sur le champ de bataille. Dans une guerre longue, cette limite énergétique devint un obstacle insurmontable. Au-delà des effectifs humains et des ressources industrielles, l'évolution de la guerre sur le front de l'Est fut de plus en plus déterminée par la maîtrise de l'air et par la capacité à déployer des forces blindées en masse. En 1941, l'Allemagne disposait de l'une des forces aériennes les plus expérimentées au monde. La Luftwaffe joua un rôle décisif durant les premiers mois de l'opération Barbarossa, détruisant des milliers d'appareils soviétiques au sol et appuyant efficacement l'avance rapide des forces terrestres. De la même manière, les unités blindées allemandes, regroupant environ 3500 chars sur le front de l'Est, bénéficiaient d'une excellente coordination tactique et d'un haut niveau de formation. Pourtant, cet avantage initial ne fut jamais transformé en supériorité durable. Après 1941, l'Allemagne ne parvint pas à accroître significativement ses forces aériennes engagées à l'Est.
Le nombre d'avions de combat allemands sur ce front resta relativement stable, rarement supérieur à 3000 appareils, tandis que l'Union soviétique reconstruisait et développait rapidement sa propre aviation. À partir de 1943, l'armée de l'air soviétique atteignit puis dépassa la Luftwaffe en nombre, et en 1944, certaines opérations furent menées avec une supériorité aérienne atteignant parfois 5 ou 10 contre 1. Cette évolution transforma profondément les conditions du combat. Les forces allemandes durent opérer sous une pression aérienne constante, ce qui affecta leurs mouvements, leur logistique et leur capacité à lancer des offensives coordonnées. Une dynamique similaire apparut dans le domaine des blindés. Bien que l'Allemagne développât des chars technologiquement avancés, ceux-ci étaient coûteux, complexes et longs à produire. Les pertes, l'usure mécanique et le manque de carburant empêchèrent la constitution de nouvelles grandes formations blindées. Le nombre de chars allemands déployés sur le front de l'Est ne dépassa jamais le niveau atteint en 1941. En revanche, l'Union soviétique adopta une logique de production de masse. En simplifiant les modèles et en standardisant les chaînes de fabrication, elle produisit des dizaines de milliers de chars. En 1944, plus de 15 000 blindés soviétiques étaient opérationnels sur le front, donnant à l'armée rouge une supériorité écrasante. L'Allemagne resta attachée à une doctrine fondée sur la qualité et la supériorité technique, alors que la guerre exigeait désormais quantité, endurance et capacité de remplacement rapide. Cette incapacité à s'adapter à une guerre industrielle de masse scella définitivement le sort de l'effort militaire allemand à l'Est. À partir de la fin de l'année 1941, la direction allemande comprit que la guerre contre l'Union soviétique ne serait ni courte ni décisive. L'échec devant Moscou, l'ampleur des pertes et la capacité de l'armée rouge à se reconstituer révélèrent clairement que l'URSS ne s'effondrerait pas rapidement. À ce moment précis, l'Allemagne se trouva face à un choix stratégique fondamental. Elle pouvait soit concentrer l'ensemble de ses ressources militaires, économiques et industrielles sur le front de l'Est, soit poursuivre une guerre globale en maintenant ses engagements contre la Grande-Bretagne, en sécurisant l'Europe occupée et, bientôt, en se préparant à l'entrée en guerre des États-Unis. Adolf Hitler choisit la seconde option. Ce choix eut des conséquences décisives. Contrairement à ses adversaires, l'Allemagne ne mobilisa jamais pleinement son économie pour une guerre totale avant une date très tardive. Hitler craignait qu'une mobilisation complète, impliquant des sacrifices massifs pour la population civile, ne provoque un effondrement politique semblable à celui de 1918. La production civile, les projets de prestige et la stabilité intérieure furent donc partiellement préservés au détriment de l'effort militaire maximal. Dans le même temps, d'immenses ressources furent détournées vers des objectifs qui n'avaient qu'un impact indirect sur la guerre à l'Est. La construction du mur de l'Atlantique, le développement intensif de la flotte de sous-marins, la défense contre les bombardements stratégiques alliés et la mise au point des armes dites de représailles, comme les V1 et V2, absorbèrent des quantités considérables d'acier, de main-d'œuvre qualifiée, de carburant et de capacités industrielles. Sur le plan militaire, la dispersion des forces allemandes aggrava encore la situation. Des troupes importantes furent immobilisées dans les Balkans pour lutter contre les mouvements de résistance, puis engagées en Afrique du Nord et en Italie, avant d'être massivement redéployées en Europe occidentale en prévision d'un débarquement allié. En 1944, plus de la moitié des forces armées allemandes se trouvaient en dehors du front de l'Est. Cette dispersion empêcha toute concentration décisive contre l'Union soviétique au moment même où celle-ci atteignait sa pleine puissance militaire. Les décisions opérationnelles reflétaient également cette absence de priorité claire. Les objectifs allemands changèrent à plusieurs reprises, oscillant entre Moscou, l'Ukraine et le Caucase, ce qui épuisait les troupes, étirait les lignes logistiques et empêchait l'obtention de résultats stratégiques durables. Face à une Union soviétique de plus en plus cohérente et concentrée sur un objectif unique, l'Allemagne s'enferma dans une stratégie réactive. En choisissant de combattre sur tous les fronts simultanément, elle se condamna à ne pouvoir l'emporter nulle part de manière décisive. Au terme de cette analyse, une conclusion essentielle s'impose. L'Allemagne nazie ne fut pas vaincue par l'Union soviétique seule. La défaite du Troisième Reich fut le résultat d'un affrontement entre coalitions et non d'un duel isolé entre Berlin et Moscou. À partir de 1942, puis de manière décisive en 1943 et 1944, l'Allemagne dut affronter la puissance combinée de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et surtout des États-Unis. Cette coalition disposait de ressources économiques, industrielles et humaines sans commune mesure avec celles de l'Allemagne. Les États-Unis, à eux seuls, produisaient davantage d'acier, de carburant et de matériel militaire que l'ensemble des puissances de l'Axe. Le contrôle britannique des mers et des routes commerciales mondiales amplifia encore cet avantage. Pour l'Union soviétique, l'aide occidentale ne fut pas secondaire.
Le programme de pré-bail fournit des centaines de milliers de camions, des locomotives, du carburant, des explosifs, des matières premières et des millions de tonnes de nourriture. Cette aide ne remplaça pas l'effort soviétique, mais elle le rendit possible à grande échelle. Grâce aux camions alliés, l'armée rouge gagna en mobilité opérationnelle. Grâce aux livraisons de carburant et de nourriture, l'État soviétique put concentrer son industrie sur la production d'armes et de munitions. Parallèlement, les alliés occidentaux contraignirent l'Allemagne à disperser encore davantage ses forces. Les bombardements stratégiques détruisirent une part croissante du potentiel industriel allemand et obligèrent Berlin à détourner des avions, des canons anti-aériens et des troupes du front de l'Est. Les débarquements en Italie puis en Normandie ouvrirent de nouveaux fronts terrestres, rendant toute concentration décisive contre l'Union soviétique impossible. En 1944, l'Allemagne était militairement épuisée, économiquement sous pression et stratégiquement encerclée. L'armée rouge porta les coups des finaux sur le continent européen, mais elle le fit dans le cadre d'un effort collectif bien plus large. La vision d'une victoire soviétique obtenue uniquement par la supériorité morale ou le génie de Staline ignore la réalité fondamentale de la guerre industrielle moderne. Ce conflit fut gagné par le temps, les ressources, la logistique et les alliances. L'Allemagne échoua à conquérir l'Union soviétique non parce que la défaite était inévitable dès le premier jour, mais parce qu'elle engagea une guerre qu'elle n'avait ni les moyens économiques, ni la capacité stratégique de soutenir jusqu'au bout contre une coalition mondiale.